avaient des questions au niveau de leur sexualité, elles avaient des problèmes au niveau de leur planning familial, parce que je trouvais des jeunes filles de 16 ans qui avaient déjà soit 2 ou 3 enfants à sa charge. Elle vient vous voir parce qu'elle a appris que vous êtes médecin. Je dis non, la dame là-bas, elle est médecin. Ah, d'accord. Elle a du mal à aller dans un centre de planning. Elle vient se dire, en se confiant à elle, qui est ma grande sœur du quartier, je vais voir si je peux trouver solution. Donc, par rapport à ça, c'est là où nous est venue l'idée de créer l'association. De nos jours, l'engagement associatif à visée humanitaire, comme il est perçu en Occident, et qui ne fait pas partie de la culture des pays de l'Est, du Sud, se développe de plus en plus dans ces pays. Quand il s'agit d'un engagement à but non lucratif, sans risque de se tromper, on pense qu'il s'agit d'un véritable sacerdoce. Malheureusement, cette bonne volonté se heurte à plusieurs écueils, à savoir l'individualisme, le recul général de la charité, la course effrénée au gain à tout prix, les injustices économiques et sociales qui exploitent les couches les plus démunies, qui font que malheureusement les plus riches deviennent de plus en plus riches, les plus pauvres de plus en plus pauvres, et la démission des services publics d'État sont là des facteurs qui peuvent vraiment poser problème. Comment rester silencieux devant tous ces problèmes, devant toutes ces inégalités? C'est sûrement la question que s'est posée notre invité de ce jour, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. Vous êtes sur Teler TV. Merci pour votre fidélité. Notre émission s'intitule « Merci docteur ». À la présentation, docteur Clément Ikapi, moi-même. Docteur Patience Trika Kitoko, bonjour. Bonjour, docteur Ikapi. Nous sommes heureux de vous recevoir ici. Merci de votre disponibilité. Ça n'a pas été facile avec toutes vos occupations. Comment allez-vous? Je me porte bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, docteur, ce que nous avons appris de vous, c'est d'ailleurs pour cette raison que vous nous avez invité, que vous étiez une dame au grand cœur, que vous étiez ancienne sociétaire de Médecins sans frontières, que vous travaillez au CTA et vous êtes responsable associatif. C'est-à-dire que vous avez plusieurs casquettes à votre actif. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence? En tout cas, alors on va commencer peut-être par mon travail actuel au niveau du centre de santé ambulatoire de Brazzaville. Alors, c'est un centre de santé qui prend en charge des personnes vivant avec le VIH. Et puis, il y a l'autre casquette associative aussi, qui est l'association Belle Rose pour le développement et l'action humanitaire, où nous travaillons. Et puis, je pense que c'est l'essentiel. Très bien. Alors, c'est quoi le CTA exactement? C'est quoi effectivement le CTA pour ceux qui ne savent pas? Donc, comme je dis, CTA en sigle, ça veut dire centre de traitement ambulatoire, qui ont été créés, ça fait plus de 25 ans. Donc, c'était dans le but de prendre en charge les personnes vivant avec le VIH dans des unités spécialisées, rien que pour la prise en charge de ces personnes-là. Alors, ils ont été construits au sein de l'université, des hôpitaux pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité facile pour les patients, surtout ils doivent être transférés dans des services spécialisés. Donc, il y en a un qui existe à Pointe-Noire dans l'enceinte de l'hôpital Assissé, et puis un autre qui existe au niveau de Brazzaville dans l'enceinte du centre de santé, du CHU, Centre hospitalier universitaire, donc le centre dans lequel moi j'exerce. Alors, habituellement, on vous appelle médecin prescripteur du CTA. Vous n'êtes que des prescripteurs alors? Bon, oui, c'est le titre qu'on donne souvent aux médecins, médecin prescripteur, parce que bon, en fait, c'est le médecin qui prend en charge, qui prend en charge les patients qui viennent pour leur pathologie. Alors, quels sont les objectifs du CTA actuellement? Les objectifs sont une prise en charge globale
du patient vivant avec le VIH, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adolescent, que ce soit la femme, l'homme et le vieillard. Donc, une prise en charge globale, c'est-à-dire médicale, une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale et une prise en charge nutritionnelle. Il me semble que ce n'est pas la même chose, hein, une prise en charge d'un adulte et celui d'un adolescent, et encore moins la prise en charge d'un enfant. Comment faites-vous, par exemple, pour les annonces diagnostiques chez les adolescents ou chez les enfants? Comment ça se passe? Ok. Donc, effectivement, la prise en charge, rien que par leur, on peut dire par rapport à leur âge, la prise en charge d'un enfant en général, même s'il n'est pas porteur du VIH, la prise en charge d'un enfant en général est particulière. La prise en charge d'un adulte ou d'un vieillard est tout à fait particulière. Maintenant, vient s'ajouter à nous le fait que l'enfant est immunodéprimé. Donc, la façon dont on prendra en charge un enfant PBVIH sera différente d'une approche chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, il y a des réalités qui sont telles que, par exemple, au niveau de notre file active, la majorité des enfants, donc on peut dire 2 tiers des enfants, ce sont des orphelins du VIH, c'est-à-dire qu'ils sont issus des parents qui étaient porteurs du VIH au début des années 2000 et les parents sont décédés. Les enfants se retrouvent maintenant au niveau de la cellule familiale, donc un parent du papa, un parent de la maman ou carrément la grand-mère. Alors, déjà, ce contexte-là social va jouer sur la psychologie de l'enfant, va jouer sur sa psychologie, va jouer même sur sa prise en charge. Parce qu'en fait, on prend l'enfant, le bien-être, c'est le global, le médical, tout comme le psychologique et le social. Et quand il y a un déséquilibre dans un des côtés, il y aura une répercussion sur les autres composantes. Donc, les problèmes que nous rencontrons, par exemple, pour les enfants, c'est des problèmes sociaux qui vont impacter sur la santé. S'il n'a pas mangé à la maison, vous attendez à ce que, sur le plan nutritionnel, l'enfant n'ait pas qu'il y a un déséquilibre sur le point de vue nutritionnel. Alors, si l'enfant parfois n'est pas scolarisé, il y aura aussi un souci à son niveau. Si l'enfant parfois n'a même pas l'argent pour venir à sa consultation régulière, mensuelle, il y aura aussi une répercussion. Donc, les difficultés sont un peu les difficultés que nous rencontrons. Et ensuite, au niveau de l'annonce, comme vous l'avez dit, pour annoncer à l'enfant qu'il est porteur, qu'il doit prendre des médicaments tous les jours, c'est là où nous avons des soucis. Il y avait un projet qui était une prise en charge psychosociale pour l'enfant et qui a pris fin malheureusement. Ça veut dire que annoncer à l'enfant aujourd'hui revient à l'équipe qui est restée au niveau du CTA, donc le médecin et les autres. Et vous savez que parfois la charge médicale qu'on a à la consultation, elle est tellement importante que parfois, pour faire une annonce qui se fait en plusieurs étapes, elle ne se fait pas parfois dans de bonnes conditions. Une ONG sur place est spécialisée dans la prise en charge psychologique de l'enfant vivant avec le VIH, mais malheureusement, avec les conditions, avec la pandémie de la Covid et tout le reste, les activités ont été cessées. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est le problème que nous avons au niveau de l'annonce chez l'enfant et idem pour l'annonce chez l'adolescent. L'adolescent qui n'a pas bénéficié lors du programme, lors du projet, des séances avec le psychologue, aujourd'hui, on peut avoir un adolescent. Moi, j'ai reçu un adolescent de 15 ans qui ne savait pas. Qui ne savait pas pourquoi il prenait le médicament. Donc, l'annonce de sa séropositivité n'a pas été réalisée. Donc, voilà un peu les problèmes qui sont assez majeurs que nous rencontrons. Et l'adolescent, comme vous le savez, c'est cette période qui est très difficile où il y a tous les changements physiques, psychologiques et tout le reste. Et vient s'ajouter le fait qu'il soit séropositif, il se pose beaucoup de questions sur sa sexualité. Alors, nous n'avons pas, par exemple, de groupe de parole. Nous n'avons pas des groupes de parole qui doivent être animés par un spécialiste parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. Il faut qu'il y ait un psychologue ou un accompagnateur psychosocial. Mais étant donné que le projet a été arrêté, donc les groupes de parole n'existent pas où on peut orienter l'adolescent concernant justement sa sexualité, où il se pose beaucoup de questions. Donc, voilà un peu les difficultés. Bon, maintenant, on peut parler aussi du senior
Donc, de l'adulte, celui qui a été contaminé à 20 ans, il avait peut-être la quarantaine, la cinquantaine, mais 20 ans après, il se retrouve, il a 60 ans. Alors, vient s'ajouter la vieillesse qui s'accompagne de beaucoup de maux. Il est porteur du VIH, donc il va développer des pathologies qui seront très handicapantes pour le patient. Et étant donné que pour la majorité vivent dans la précarité, c'est vraiment très difficile de les prendre en charge. C'est vraiment difficile de les prendre en charge parce que parfois, cette prise en charge doit être orientée vers les spécialistes. On dit, tu dois aller voir le rhumatologue, tu dois aller voir le psychologue, tu dois aller voir le neurologue, parce qu'il y a des gens qui peuvent développer un syndrome parkinsonien, il y a des gens qui peuvent développer un Alzheimer, ils ont besoin d'une consultation en neurologie avec tout le paquet de services qui suit, les examens paramédicaux et les médicaments, et ils sont parfois incapables de faire face à tout cela. Donc, voilà un peu les problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Je voulais, docteur, excusez-moi, je voulais revenir quand même sur cette pathologie au niveau de l'enfant. Oui. Nous avons bien compris qu'il s'agit donc d'une transmission verticale. La présence du psychologue est très importante, effectivement. J'ai cru comprendre qu'il n'y a plus de psychologue, c'est ça, actuellement? Actuellement, au niveau de notre équipe, il n'y en a plus. Et je peux même signaler que dans les autres centres, il n'y a pas que le CTA qui existe. Il y a des hôpitaux qui prennent en charge les enfants. Il y a des services de pédiatrie, le service de pédiatrie de Makelekele, le service de pédiatrie du CHU. Ils prennent en charge ces enfants. Mais il faut un appui psychologique. Et il y avait des projets où on faisait appel à un psychologue, on faisait appel à un nutritionniste et ces projets ont été financés par certains bailleurs. Mais comme on dit, le projet a une durée de vie, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que ces psychologues qui ont été formés, ces psychologues que nous avons utilisés pour ces programmes, ils sont là. Bon, il faut à ce moment-là soit au niveau de l'association, que nous puissions établir ou rédiger des projets qui pourront faire qu'on puisse utiliser cette ressource humaine qui est très importante pour la prise en charge des enfants. J'ai l'impression que le CTA ne fonctionne que sur des financements extérieurs, mais nous avons un État qui doit prendre en charge ces patients. Comment ça se passe alors? Donc, un plaidoyer a été fait par le biais du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, qu'on appelle PNLS en sigle. Donc, un plaidoyer a été fait auprès d'eux pour pouvoir recruter au niveau de la fonction publique ces personnes. Et pour la majorité, c'est des gens qui ont été formés à Mariam-Wadi. Ils ont fait la psychologie clinique. Et ce qui serait bien, c'est que ces personnes-là puissent être intégrées au niveau de l'État pour qu'ils soient des fonctionnaires. À ce moment-là, ils pourront accomplir leurs tâches sans souci. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi celui des traitements. Est-ce que les traitements, ça se passe très bien pour les médicaments? Oui, les traitements se passent très bien, étant donné qu'on a des projets du Fonds mondial qui prend la charge de l'achat des médicaments et qui, à ce moment, remet les médicaments au niveau de l'État, qui, l'État, lui, nous donne au niveau des différents centres de prise en charge, comme je vous ai dit, dans les différents hôpitaux où il y a la prise en charge. Donc, pour les médicaments, il n'y a pas de souci. En tout cas, les patients, en ce moment, sont alimentés par… ils ont leurs médicaments. Quand il vient à son rendez-vous, il a son traitement qu'il va prendre pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois, selon les convenances. De ce côté-là, on peut donc dire qu'il n'y a pas de fenêtre thérapeutique pour ce qui est de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Il n'y a pas de fenêtre thérapeutique liée à l'absence de médicaments, parce qu'il arrive des moments où nous, on apprend que voilà, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de la chimiothérapie anti-VIH. Alors, ces bruits-là que nous entendons, là, ce sont des faux bruits, ce serait vrai. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe alors? Bon, étant sur le terrain, en tout cas, je dirais que ce serait des faux bruits. Il peut y avoir des petits hics au niveau de certaines molécules parce que c'est toute une chaîne. C'est une chaîne dans le sens, dans l'approvisionnement, dans la distribution des ARV, c'est une chaîne. Il n'y a pas que… donc, il peut peut-être avoir un petit hic au niveau de la chaîne, un retard.
et tout, parce ils doivent assurer la distribution dans tout le territoire congolais. On doit aller jusqu'au fin fond de Bétou, donner les ARV. Donc, il peut juste avoir un petit hic au niveau de la distribution et un retard. Mais je confirme que non, il n'y a pas de problème. Peut-être dans les années antérieures, le Congo a connu, mais a connu des soucis. Mais depuis 2017-2018, tout est rentré dans l'ordre. Mais dans tous les cas, nous sommes tributaires de l'extérieur, des dons pour ces médicaments, parce que ce n'est pas des médicaments que le Congo achète. Bon, peut-être pas tributaire des dons, mais en fait, il y a le programme du Fonds mondial qui le fait dans plusieurs pays. Il n'y a pas que le Congo qui est bénéficiaire du projet du Fonds mondial. En RDC, ils sont bénéficiaires de ces projets. En Angola, au Gabon, c'est le Fonds mondial qui prend en charge avec la participation de l'État. Donc, l'État a sa contribution aussi. Alors, vous avez une deuxième casquette, docteur. Vous êtes responsable d'une association à but non lucratif appelée Belle Rose. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous la présenter? Belle Rose, en fait, le nom aussi vient de ma mère qui s'appelle Belinga Rose. On a coupé Belle Rose. Elle qui a été notre mentor. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde associatif et même dans la période professionnelle, elle a été quelqu'un qui était très, très attrait dans les actions associatives, les actions sociales. Et par rapport à ça, nous nous sommes dit qu'on va prendre l'exemple de ce que maman a pu commencer à faire. Donc, l'idée vient un peu de notre environnement pendant notre enfance. Et puis, l'idée vient aussi pendant notre cursus scolaire. J'ai fait mes études primaires en Picardie, mes études secondaires à Brazzaville et mes études universitaires en RDC. Alors, en RDC, pendant que nous étions étudiants, nous avons créé une association Action pour la santé, où c'était essentiellement de la sensibilisation auprès des élèves, des chauffeurs, parce qu'on était sur la voie, sur la nationale. Et de cette action que nous avons eu à réaliser là-bas, nous nous sommes dit quand on va rentrer au pays, il faudra qu'on continue. On arrive au pays, c'est vrai qu'aussitôt, on n'a pas songé à le faire, mais on travaillait déjà dans le monde associatif, dans d'autres associations, dans d'autres fondations. Mais la visite des voisins, des petits frères du quartier, qu'on va appeler comme ça, nous a un peu déclenché le tout. Parce que la majorité, ils vivent, c'est vrai, dans la précarité, mais ils avaient abandonné l'école pour la majorité. Le matin, vous sortez, vous les trouvez dans un coin. Vous partez, vous revenez le soir, vous les trouvez dans le même coin. Alors, on se dit, est-ce qu'ils se sont vraiment déplacés, sont là à l'école, sont revenus? Mais quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Et au fur et à mesure qu'on discute effectivement avec eux, ils vont vous dire qu'ils ont abandonné l'école parce que pas d'argent. Et puis, des jeunes filles qui venaient parce qu'elles avaient des questions au niveau de leur sexualité, elles avaient des problèmes au niveau de leur planning familial, parce que je trouvais des jeunes filles de 16 ans qui avait déjà soit 2 ou 3 enfants à sa charge, elle vient vous voir parce qu'elle a appris que vous êtes médecin. Je dis non, la dame là-bas, elle est médecin. Ah, d'accord. Elle a du mal à aller dans un centre de planning. Elle vient se dire, en se confiant à elle, qui est ma grande sœur du quartier, je vais voir si je peux trouver solution. Donc, par rapport à ça, c'est là où nous est venue l'idée de créer l'association. Alors, notre association, elle a 3 volets d'action. Les objectifs sont répartis au niveau de trois volets. Il y a le volet culturel, il y a le volet, on va dire, un peu agronomie, agriculture, agronomie, et puis un peu, bon, peut-être pas directement l'élevage, mais c'est vraiment de l'agroalimentaire, et puis le volet santé. Alors, pour le volet culturel, le but que l'association s'est fixé, c'est d'orienter, d'aider et des artistes. Nous avons des artistes au niveau de notre commune qui ont parfois besoin de conseils, ils ont besoin d'orientation et eux-mêmes parfois ils se disent de production aussi. Donc on se dit qu'on peut les accompagner dans ce sens. Il existe aussi au sein de la commune des centres culturels
Et quand nous avons visité ces centres culturels, on s'est rendu compte que, par exemple, sur le côté bibliothèque, ils avaient des difficultés où c'était des vieux livres. Donc, on a apporté des dons à ce niveau-là euh, pour, euh, pour qu'ils puissent alimenter leur bibliothèque. Donc, ça, c'est le volet culturel. Dans le volet transformation alimentaire, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est encourager la consommation des produits locaux. Au Congo, je vous dis que sur le marché, sur un rayon, dans une boutique, 99,9% des produits qui sont vendus, ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Et, et parfois, nos propres produits ne sont pas consommés ou parfois les gens ne connaissent pas. Alors, on se dit à travers l'association, avec notre activité de panier vert, il fallait valoriser nos produits, valoriser nos fruits. Nous avons beaucoup de fruits dont nous n'utilisons pas, dont nous ne connaissons pas les avantages qu'il y a sur la santé. Alors, on va encourager cette consommation des produits locaux en appuyant sur le côté santé. Et j'ai été vraiment émerveillée aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai assisté à une conférence sur la femme et science, femme, fille et science au Congo. Et j'ai retrouvé une amie qui est professeure en agroalimentaire. Alors, j'ai dit, celle-là, je vais la tracter. C'est un élément qui est très, très important. Je lui ai dit, on a des produits qui, sur le plan de vue santé, peuvent agir, peuvent booster l'immunité, mais les gens ne savent pas. C'est vrai qu'avec la Covid, elle nous dit qu'il y a eu beaucoup de changements, les gens commencent à changer leurs habitudes alimentaires, mais on n'est pas encore arrivé vraiment là. On n'est vraiment pas arrivé là. Donc, nous, on va vraiment s'engager à encourager la consommation locale. Ensuite, avec le volet de panier vert, nous allons créer des activités. Nous allons d'abord former les jeunes filles mères qu'on a pu lister, ces jeunes filles mères qui sont en décrochage scolaire, que ce soit les hommes en décrochage scolaire, les jeunes garçons et les jeunes filles. Nous allons les former pour cette activité agroalimentaire qui est négligée parce qu'eux, ils se disent que ce n'est pas dans cette orientation qu'ils veulent vraiment aller. Ils veulent aussitôt tout de suite toucher de l'argent, être chauffeur de taxi, être mécano et tout ça. Mais ce secteur est un secteur promoteur. En ce moment, on se rend compte dans le monde que c'est un secteur qui est vraiment très promoteur. Donc, nous allons former ces gens dans le but justement à ce que ces gens puissent créer des activités génératrices de revenus et comme ça, sur le plan de vue social, ils pourront être équilibrés. Ensuite, nous avons aussi un autre souci, c'est celui de participer à la protection de l'environnement concernant les déchets au marché. Si vous arrivez dans les marchés du Congo, on va prendre l'exemple de Total, de Mungali, vous allez voir toutes ces femmes qui vendent des produits agricoles. Ces produits, à un moment, se détériorent et elles les jettent. Donc, il faut que ça crée une gestion vraiment des ordures qui est vraiment qui est catastrophique au niveau justement de ces municipalités-là. Alors, à ce moment-là, nous, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que ces gens soient sensibilisés. Il faut que ces femmes sachent comment je peux faire pour transformer mon produit, comment je peux faire pour le conserver, pour pas que je le jette, parce qu'elle perd. Elle l'a acheté, elle va le perdre. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura pas l'argent qu'il faut pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et puis, en plus, elle pollue l'environnement. Mais ça, elles ne savent pas, une maman du marché, tu vas lui dire, maman, aux autres polluer l'environnement, elle ne va pas comprendre. Donc, il faudrait que ces femmes soient sensibilisées, soient formées pour bien gérer leurs ordures au niveau du marché. Voilà un peu ce qu'on se donne comme objectif au niveau de panier vert. Maintenant, le troisième volet, qui est le volet qui est un peu ma casquette, c'est le volet santé. Le volet santé qui s'articule autour de 3 verbes, secourir, former et orienter. Alors, secourir, c'est, bon, on apporte une aide d'assistance médicale auprès des personnes par des soins de santé primaires, des soins de santé élémentaires, parfois que des personnes ne peuvent pas avoir au niveau, que ce soit de notre commune, que ce soit au niveau de la ville de Brazzaville. Ensuite, former.
parce que former, c'est quelque chose qui est très capital. Et j'ai aimé la phrase de Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde. Donc, pour changer notre Congo, pour changer Brazzaville, pour changer Pointe-Noire, Dolisie, Bétou, il faut absolument que les gens soient formés. Et la formation ne doit pas s'arrêter. C'est vrai, en ce moment, nous, c'est plus le personnel de santé que nous formons, dans le sens que c'est les paramédicaux, mais on se dit que il faut qu'on aille au-delà de Brazzaville, qu'on ne se concentre pas à Brazzaville, mais qu'on aille au-delà de Brazzaville, où vraiment ils ont besoin, ils ont vraiment besoin de ce recyclage. Il y a des choses qu'ils connaissent, mais ils ont juste tout simplement besoin qu'on les mette un peu à jour, parce qu'avec le monde qui évolue, la médecine aussi, elle change. Donc, ça, c'est le volet que nous donnons, et aussi la formation des administratifs. J'ai fait il y a un mois la rencontre d'une dame qui a géré les EHPAD en France et elle est rentrée au Congo pour pouvoir investir au Congo. Alors je lui ai dit, toi, je ne te lâche pas, j'ai besoin de toi. Alors, elle s'est portée garante pour la formation des gestionnaires des hôpitaux ou des structures. Nous avons des centres de santé intégrés et tout qui sont gérés par des personnes parfois qui ne sont pas dans la santé, mais c'est des administrations parce que cette formation existe au niveau de Lukabu. Donc, ces gens ont parfois besoin d'être aussi recyclés dans ce sens-là. Donc, et le dernier point que je voudrais soulever, c'est au niveau de l'association, nous participons beaucoup à la célébration des journées internationales sur le plan de vue sanitaire, la lutte contre le cancer, la lutte contre le VIH, la lutte contre le diabète, la lutte contre toutes ces pathologies qui existent. Quand c'est la journée mondiale, nous marquons le pas en essayant de sensibiliser la population et tant bien que mal apporter aussi une aide. Voilà. Donc, en décembre, nous avons eu à faire de l'éducation nutritionnelle auprès des personnes vivant avec le VIH. Nous étions en collectif d'associations. C'est vrai, vous avez parlé d'individualisme tout à l'heure, mais on s'arrange à se mettre en collectif pour pouvoir, chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Et nous allons bientôt entamer une éducation thérapeutique qui est un sujet très important au niveau des personnes qui ont des maladies chroniques. C'est un volet qui n'existe pas, quasiment pas au Congo. Il est entré au Congo avec le VIH au niveau du CTA, l'éducation thérapeutique, mais c'est important de la faire pour toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques et qui doivent prendre un traitement à long cours. Docteur, si nous avons bien compris, l'association Belle Rose travaille à 3 volets. Il y a un volet culturel, comme vous l'avez dit, un volet agroalimentaire et un volet santé. Nous allons nous appesantir sur le volet santé, puisque le volet agroalimentaire, vous avez à peu près expliqué les tenants et les aboutissants, à savoir la transformation des produits locaux pour ne pas que ça se perde dans la nature. Le volet culturel, vous nous avez aussi un peu expliqué, mais sur le volet santé, j'ai dit tout à l'heure, nous allons y revenir. Ma première question, comment êtes-vous subventionné? Parce que tout ce que vous faites demande quand même un petit peu de moyens. Comment vous faites pour être financé? Est-ce que c'est les cotisations des membres? Est-ce que vous avez des mécènes, des bienfaiteurs qui viennent gracieusement vous donner leurs économies? Comment ça se passe? Ou alors, est-ce que l'État vous aide, puisqu'il y a, semble-t-il, des associations au Congo qui sont subventionnées par l'État? Est-ce que vous faites partie de ces associations? Concernant les subventions, certes, c'est vrai, il y a les cotisations, il y a des dons de certains Congolais qui sont à l'extérieur et ici sur place qui nous font des dons. Quand nous faisons une action et qu'on lance un appel de dons, ils répondent. Mais l'idéal, c'est vrai, nous sommes encore une association jeune. L'idéal serait des subventions parce qu'il y a certains projets qui demandent vraiment beaucoup l'enveloppe est assez importante. L'idéal, c'est d'être subventionné par les organismes qui sont sur place,
Sur place, au Congo, on trouve des organismes qui financent les projets des associations. L'idéal serait cela. Et pour l'État, en passant par exemple par certaines structures, peut-être pas directement le ministère, mais quand on a un programme qui dépend du ministère, donc on peut se dire que c'est le ministère. Alors, le programme, par exemple, de lutte contre le VIH a eu à nous subventionner une activité. Nous avons écrit, ils ont trouvé que c'était intéressant et à hauteur où eux, ils pouvaient donner, ils nous ont donné ce qu'il fallait. Parfois, ils donnent des intrants, parfois, ils donnent du matériel et on considère toujours cela comme… Au niveau santé, j'avais une préoccupation. C'est vrai que vous avez fait un exposé formidable. Ça m'inspire plusieurs questions, mais il faut plusieurs émissions pour que ça se termine. Mais bon, Oui, tout à fait, tout tout à à fait. fait. Une émission ne suffira pas, mais c'est pas bien grave. Mais est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous êtes installé quelque part où vous faites juste des soins en ambulatoire? Comment ça se passe? Nous avons un site, effectivement, où nous assurons les soins de, comme on dit, secourir la population à travers les soins. Nous avons un site qui est au niveau dans l'enceinte des prêtres dans le quartier de l'OCH, vers la cathédrale. Donc, nous avons un site où À nous avons un Javoué, c'est ça? bureau. Voilà. J'avouais, c'est un peu plus loin. D'accord, On va dire plus proche de Chaminade, du lycée Chaminade. d'accord. Voilà. Nous avons, voilà. C'est là où nous prenons en charge les patients. Donc, Et c'est un cabinet médical. d'accord, c'est un cabinet médical, mais vous ne sortez pas de ce cabinet. Vous n'allez pas vers les patients. Non, il n'y a pas une activité comme ça. Activité où c'est nous qui nous déplaçons, qui allons vers les patients. Si cette activité existe, bon, qu'on peut appeler, nous on l'avait appelé clinique mobile par rapport à l'expérience que nous avons eue avec Médecins Sans Frontières au nord du pays, à Bétou, où on était contraint d'aller au nord de Bétou par la voie fluviale et au sud par la voie terrestre, où les gens ne pouvaient pas se déplacer parce que les routes étaient très mauvaises. Mais nous, avec tous les moyens que disposait Médecins Sans Frontières, nous allions auprès des patients. Donc, cette idée est venue de là. On s'est dit, tiens, on se déplace vers le patient parce que parfois le patient, il est grabataire, il ne peut pas se déplacer pour se rendre à l'hôpital. Donc, les soins que nous faisons, c'est vraiment des soins, surtout des soins infirmiers, où la personne va pour la tension, elle va pour les prélèvements, des prises de sang, les prises d'urine pour le laboratoire. Quand la personne ne peut pas se déplacer pour aller dans une unité de prise en charge. Cela veut dire que vous avez des moyens roulants. Vous ne vous déplacez pas à pied. Non, on ne se déplace pas à pied. Les moyens roulants sont les moyens publics, en fait, le transport en commun, le transport public. Ah, mais c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais dans nos perspectives, nous pensons donc nous, on l'appelle ici un scooter. Un scooter. On peut commencer par un scooter et puis après, ça va s'enchaîner. Voilà. Ben, D'ailleurs, le très bien. scooter, c'est le moyen le plus rapide. C'est aussi le but de notre émission. Nous lançons un appel aux heureux donateurs. Voilà, Belle Rose a besoin d'un ou plusieurs scooters, pourquoi pas un véhicule, pour aller vers les patients, pour se déplacer, pour leur prélèvement et pour leurs soins. Alors, docteur, les patients que vous allez voir, est-ce que ces soins que vous administrez sont-ils payants, sont-ils gratuits? Comment êtes-vous rémunéré? À partir, comment la clinique, appelons Le ça comme cabinet ça, médical. la clinique, comment vous appelez? Le cabinet médical SOS Docteur. Comment le cabinet médical est financé? Parce qu'il y a bien du personnel, parce qu'il y a bien du matériel. Comment vous êtes financé pour entretenir votre matériel et votre personnel? Est-ce que c'est simplement à partir des soins que vous faites, que vous administrez aux gens et par là, vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous avez d'autres subventions qui viennent d'ailleurs ou des dons d'ailleurs? C'est essentiellement, donc, pour les soins ne sont pas
pas vraiment, ce ne sont pas gratuits. Les soins ne sont pas gratuits. La personne qui demande l'apport de l'infirmier à son domicile va payer. Il va payer, mais on fait un effort pour que ce soit un montant que tout le monde peut payer, que ce soit un montant que vraiment la personne ne trouve pas trop élevé, qu'il puisse payer. Donc, les soins sont payés par les patients, malheureusement, et ils ne sont pas remboursables comme vous, en Europe, vous avez la sécurité sociale. Donc, Très bien. Alors, c'est ce qu'on maintenant, appelait les à l'époque. subventions, concernant la question sur les subventions, nous n'avons pas encore reçu de subventions concernant justement la gestion de ce centre. C'est ce que nous appelions, qu'on appelait à l'époque, le prix est démocratique. Mais quand on était étudiant, c'est ce qu'on disait. Voilà, Le prix est démocratique, tout le monde peut payer, mais une fois les patients pris en charge, est-ce que vous avez la possibilité de les hospitaliser ou en cas d'hospitalisation, ils doivent s'adresser au centre qui existe? Non, une fois qu'ils doivent avoir une hospitalisation, on les oriente. Voilà justement l'un des objectifs de santé que nous avons, c'est d'orienter les patients dans les structures médicales, dans les bonnes structures médicales et auprès des spécialistes. Parce que parfois, la population, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas que je vais aller où, docteur, je vais voir qui, docteur, comment je vais faire. Donc, ils sont un peu désorientés. Mais nous, à notre niveau, nous les orientons. Donc, le malade est orienté vers des structures spécialisées pour sa prise en charge. Alors, pour la prise des rendez-vous, j'allais dire, est-ce que c'est des patients que vous suivez habituellement ou c'est des patients qui, quand le patient a besoin de vous pour une prise en charge, il y a un numéro vert qu'il faut appeler, il y a un numéro téléphonique ou comment ça se passe? Effectivement, il y a un numéro téléphonique. Le patient appelle et de bouche à oreille, ils ont eu l'information que là-bas, ça se passe comme si. Bon, tout dépend, c'est l'accueil aussi, je pense, c'est la qualité des services qui sont rendus, bien qu'ils soient minimes, mais la qualité des services, le patient se retrouve et de bouche à oreille, les gens connaissent le cabinet et ils viennent, ils appellent ou ils viennent sur place et ils ont tous les renseignements. Je pense que nous allons arriver à la fin de notre émission. Docteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Si c'est le cas, nous vous écoutons. En tout cas, je remercie la chaîne qui m'a invitée, je remercie toute l'équipe. Effectivement, c'est une amie qui m'a parlé de cette chaîne et qui me l'a proposé aussi si je voulais passer. J'ai accepté parce que je me suis dit que c'était une bonne chose pour l'association. C'est une façon pour l'association d'être visible. Ça permet à tout un chacun qui se retrouve dans le globe terrestre de savoir qu'il y a une association à Brazzaville qui existe et qui œuvre et qui travaille pour les Congolais. Donc, c'est surtout pour la visibilité, montrer nos activités parce que parfois les gens ne sont pas au courant, ils ne savent pas que non, à Brazzaville ou au Congo, il y a telle chose qui sont réalisées pour le bien-être du citoyen congolais. Donc, c'est une occasion aussi pour permettre aux Congolais qui sont partout de savoir qu'au niveau du Congo, il y a l'association qui existe. Et nous sommes disposés à recevoir vos suggestions concernant un peu les activités qui peuvent être réalisées pour le bien du citoyen congolais. Et l'aide aussi que vous pouvez nous apporter pour que nos familles qui sont sur place puissent trouver la réponse à leurs préoccupations. Votre message, docteur, est entendu. Je pense que nous ferons d'autres émissions pour les autres volets de l'association Belle Rose. Nous inviterons aussi d'autres associations qui veulent bien venir parler de leurs activités au niveau de TLR-TV. Nous sommes tout ouverts pour toutes les associations qui veulent venir faire la promotion de leurs associations et de leurs activités. Merci, docteur, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, pour la fidélité que vous nous accordez à tout moment. Nous vous demandons de liker, de vous abonner à TLR TV. En attendant notre prochaine émission, nous vous disons au revoir et prenez soin de vous.